Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Una Chaplin, and I'm the host of a new podcast called Hollywood Exiles. It tells the story of how my grandfather, Charlie Chaplin, and many others were caught up in a campaign to root out communism in Hollywood. It's a story of glamour and scandal and political intrigue and a battle for the soul of a nation. Hollywood Exiles from CBC Podcasts and the BBC World Service. Find it wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Titre. Titre, c'est le podcast qui à chaque épisode vous fait découvrir un roman avec son auteur en l'abordant et en le racontant par son titre. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Besson. Bonjour. Bonjour Léa. Philippe Besson, vous êtes écrivain, auteur d'une vingtaine de romans dont Ceci n'est pas un fait divers, Son frère et Arrête tes mensonges, tous deux adaptés au cinéma. Nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier roman Un soir d'été, publié aux éditions Julliard. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Un soir d'été, c'est un roman inspiré de votre vie, et plus précisément d'un événement qui est survenu quand vous aviez 18 ans. Le narrateur, comme chaque été, passe ses vacances à l'île de Ré chez son ami François. Avec leur bande de copains, 5 garçons et une fille, ils profitent de l'insouciance de leur jeunesse. C'est le début des premières relations amoureuses et sexuelles, des premières cigarettes, des premières sorties en boîte, du permis de conduire. Bref, la vie est douce et insouciante. Pourtant, un événement dramatique va venir percuter leur été et bouleverser leur vie. Un soir d'été décrit avec beaucoup de justesse l'insouciance, l'indolence et la frivolité de la jeunesse, jusqu'au point de bascule qui fera que rien ne sera plus jamais comme avant. Alors, Philippe Besson, pourquoi avoir choisi ce titre, Un soir d'été ? Précisément parce que je voulais saisir un moment. Je voulais saisir un instant de bascule, comme vous l'évoquiez, ce moment particulier où tout d'un coup, tout change autour, la vie n'est plus la même après. Et donc, il fallait trouver cette idée de la temporalité. Donc, voilà pourquoi un soir d'été, parce que c'est un soir d'été dans une boîte de nuit que les choses vont changer pour cette bande de jeunes gens insouciants et indolents. Et puis, cette idée du moment aussi, c'est l'idée de ce temps de nos vies où précisément nous sommes dans la vacance, dans une forme d'insouciance, parce qu'on a 18 ans, parce que rien n'a d'importance, parce que tout semble possible, parce qu'effectivement on est d'abord guidé par ces hormones et par l'idée de se dire tiens, cet après-midi je vais à la plage, ce soir je vais au café, au bar et cette nuit en boîte, et c'est à peu près tout. Et la vie se résume à peu près à ça, et on a des amitiés qui sont parfois anciennes et certaines beaucoup plus récentes, mais elles sont presque sur le même plan. Et on a des amours naissantes, balbutiantes, parfois échouantes. Et ça raconte ça, et c'est ce moment-là très, très ineffable, très suspendu, qui s'appelle la fin de l'adolescence. Et puis parce que, j'utilise la formule un moment dans le livre, parce que rien ne m'émeut davantage que la douceur du soir l'été. Je trouve que il y a ça un moment dans le livre, juste avant qu'il n'aille vers l'endroit où tout va mal se passer. Ils sortent sur une petite place qui s'appelle la place des Tilleuls sur l'île de Ré. Et le soir est doux et la nuit est en train de tomber. Et c'est très agréable. Il y a comme ça une espèce de joliesse, d'élégance, de facilité dans l'air, de légèreté. Et j'aime ça, ce moment-là, pendant les vacances. Donc c'est pour ça que ce titre a été choisi. Un soir d'été s'inspire de votre histoire personnelle. C'est pas caché dans le livre, c'est d'ailleurs révélé avec beaucoup de pudeur. Qu'est-ce qui vous a incité à raconter cette histoire presque 40 ans après les faits ? D'abord, j'avais envie de revenir au récit autobiographique que j'ai assez peu pratiqué néanmoins, puisque j'ai dû faire 22 ou 23 livres et je n'ai fait que, si je puis dire, 3 récits autobiographiques. Et j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs avant d'y venir, puisque j'ai dû écrire une quinzaine de romans avant de faire mon premier texte autobiographique qui était Arrête tes mensonges. Et j'avais aimé cette idée-là, cette idée de raconter un peu de soi, mais non pas par nombrilisme. Enfin, je peux être nombriliste, mais en l'occurrence, là, c'était pas ça. J'ai de l'ego comme tout le monde, mais je le place pas là, en l'occurrence. Ce qui m'intéresse, c'est quand votre histoire personnelle peut faire littérature, quand votre aventure intime peut toucher à une forme d'universel.
C'était, me semble-t-il, le cas avec Arrête avec tes mensonges. Et là, c'était ce que j'avais envie de retrouver, parce qu'on a tous eu 18 ans un jour, on est tous passés par ce moment-là où l'enfance nous a quittés, on se dirige vers l'âge adulte, on essaie de retenir un peu de ce temps de l'adolescence et de l'insouciance, mais on sent bien que ça va finir dans pas longtemps. On est en équilibre comme ça, et je voulais raconter ça, parce que tout le monde l'a vécu. Et aussi parce que on est tous transformés par des événements extérieurs. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre dans nos vies, il y a quelque chose qui nous arrive d'accidentel, qu'on n'a pas décidé. Ça peut être la maladie qui nous tombe dessus, ça peut être un accident, ça peut être ce qui arrive dans le livre, un fait divers, ou une mauvaise rencontre, ou une excellente rencontre, peu importe. En tout cas, quelque chose qui fait que la trajectoire de nos existences s'en trouve modifiée. Et c'est ce qui, moi, m'est arrivé dans l'été de mes 18 ans, donc j'ai voulu le raconter comme ça, voilà. Et puis c'était une façon aussi de rendre hommage aux années 80, qui redeviennent, paraît-il, très à la mode, qui sont très vintage et très, très tendance. Alors moi, ça m'amuse que ce soit comme ça, parce que moi, c'était les années de ma jeunesse, donc je l'ai trouvé à la fois formidable et un peu bizarre, mais bon, c'était aussi une façon de raconter la bande-son de cette époque-là, et aussi les fringues de cette époque-là, qui n'étaient pas toutes du meilleur goût, hein, disons-le. Non, mais qui reviennent en force aujourd'hui. Mais si on aime les jambières sur les chevilles, si on aime les bandanas dans la poche du jean, les coupes mulets, je sais pas quoi, les anoraks bouffants, et les coupes de cheveux assez étonnantes à la Sue Ellen, c'est pas mal, les années 80. Et puis, si on aime, je sais pas, début de soirée, ou je sais pas, enfin des chansons un peu comme ça, c'est ça aussi, les années 80. Alors, c'était aussi Rita Mitsuko, c'était aussi Étienne Dao et plein de gens très bien. Mais voilà, mais je voulais en tout cas raconter ça, parce qu'on a traversé ça, encore une fois, en ne sachant pas, quand vous traversez un présent, vous n'imaginez jamais ce que l'histoire en gardera. Donc pour nous, c'était notre présent, point. Donc elle n'était ni joyeuse, ni pas joyeuse, ni vulgaire, ni pas vulgaire. Ces années-là, c'était nos années à nous, point. Et elles sont devenues cela dans l'imaginaire collectif. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait un sondage il n'y a pas longtemps. On demandait aux gens dans quelle époque vous aimeriez vivre. Ils ont répondu dans les années 80. Ce livre, c'est aussi ça. C'est aussi cette façon de rendre hommage à un moment qui a forcément compté, qui est formateur. Mais justement, avant le soir d'été qui sera le point de bascule, qu'est-ce que vous avez voulu raconter de cette jeunesse et de cette époque, les années 80, à travers tous les soirs que vous décrivez ? Il y avait cette idée chez nous, comme beaucoup de jeunes gens, d'un état de grâce, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'en fait, on se sentait en sécurité d'une certaine manière, au sens, il n'allait rien nous arriver. Alors c'était d'ailleurs parfois pour le pire, parce qu'on aurait aimé qu'il nous arrive des trucs. Mais il faut se souvenir qu'on parle d'un moment où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas de téléphone portable, où il n'y a pas donc cette espèce de surinformation, sursollicitation. Quand on veut se retrouver dans une boîte de nuit, faut s'appeler sur un téléphone filaire et pas être sûr de retrouver les gens au bon endroit, au bon moment, etc. Bon voilà, on vit dans un monde qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est très bien décrit d'ailleurs dans le... Pardon ? C'est très bien décrit dans le livre. Et donc on vivait comme ça. Et on vivait aussi, je parle de l'île de Ré, donc c'est des gens qui vivaient sur une île, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pont. C'était une île qu'on rejoignait en bateau, par le bac. Donc ça se gagnait, l'île de Ré, d'une certaine manière. Il fallait vouloir y aller. Bon. Donc c'était comme une espèce de chose un peu isolée, un peu à part. Donc vraiment, c'était quelque chose de très protégé, cotonneux, séparé, et du coup dans lequel on pouvait être finalement assez libre et joyeux et insouciant et indolent, comme vous le disiez. Et donc c'est ça que j'ai voulu raconter, c'était que on était presque en suspension, presque en dehors du monde, et en même temps c'était intégralement notre vie, notre monde. On ne connaissait rien d'autre, parce que précisément le dehors n'existait pas d'une certaine manière. On n'était pas rattrapé par le fracas du monde, par le fracas de l'actualité, par le bouleversement. Voilà. Ouais. D'ailleurs, à un moment, il raconte un peu l'actualité, puis il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs, ouais, vous avez vu, il paraît qu'il y a un bateau qui s'appelle le Rainbow Warrior, le Rainbow je sais pas quoi, qui a été coulé, parce que c'était ça nos vies. On voyait bien qu'il y avait un bateau qui avait été coulé, mais on s'en foutait. Bon. Et donc, puis on était juste allé au cinéma, où on allait au cinéma voir Subway ou le Grand Bleu, ou je sais pas comment. Et donc, c'était ça nos vies. Et un soir d'été, c'est ça. C'est juste ce moment de presque rien. Au fond, il y avait un élan chez moi qui était presque comme un élan à la Françoise Sagan, c'est-à-dire raconter le presque rien, raconter l'instant, le fait d'être dédié à l'instant, le fait que rien d'autre n'a d'importance que cela.
et être dans la chaleur, dans l'oisiveté, dans le désœuvrement, dans la glande, voilà, et puis aller vers des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il y avait aussi ça, il y avait cette idée que les mélanges étaient possibles. Il n'y avait pas de distinction de classe. On arrivait là-bas et quand on se retrouvait dans une boîte de nuit sur l'île de Ré, il y avait les locaux, il y avait les gens de l'île de Ré, et puis il y avait des gens en vacances qui étaient parfois des Parisiens, qui appartenaient parfois donc à un monde différent d'une autre, à des classes sociales différentes de la nôtre. D'ailleurs, c'est le cas dans dans le livre, c'est qu'effectivement Marc et Alice sont des gens qui viennent d'un autre monde qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas le mien, et pourtant on va se rencontrer parce qu'il n'y avait pas cette idée de la distinction de classe, il n'y avait pas cette idée que bon, voilà, on s'acceptait tel qu'on était. Et puis voilà, ces espèces de proximité et d'intimité qui naissent dans l'été. C'est-à-dire qu'il y a des amitiés qui viennent de très loin. Celle avec François est une amitié d'enfance. Je l'ai connue, on est nés à un moment, on a grandi ensemble, bon, très bien. Et puis tout d'un coup, il y a un type un peu mystérieux qui vient de débarquer dans l'île, qui s'appelle Nicolas. Et puis je l'aime autant que les autres. Et puis il y a ce Marc et cette Alice qui arrivent, ces petits Parisiens qu'on pourrait ne pas aimer parce qu'ils sont Parisiens et que ce n'est pas notre monde. Puis on dit, bah, allez, on prend aussi parce qu'ils ont l'air sympas et qu'il y a des désirs aussi qui arrivent. Parce que c'est ça, le désir circule, le désir naît. On est au moment où on est dans l'éveil sexuel. Et donc tout est possible, tout peut arriver à ce moment-là. Parce qu'on se sent autorisé à tout, interdit de rien en fait. Et c'est ça que ça raconte le livre aussi. En opposition au soir, il y a aussi des moments déterminants dans la journée, notamment la rencontre du groupe avec Alice et le moment intime du narrateur avec Marc, le frère d'Alice. Ouais. Pourquoi avoir choisi le jour comme le terreau des possibles? Mais parce que justement, l'été, la lumière, parce qu'on est dans la lumière, on est dans quelque chose de... voilà, on profite du soleil, on a besoin de ça sur nos peaux, l'idée, c'est d'aller à la plage, de se baigner. Il y a toutes ces séquences, notamment une séquence de baignade qui est presque une séquence de parade amoureuse. Voilà, parce que c'est ça. Et que la nuit, c'est le moment d'une intimité très différente. Parce que quand vous êtes d'abord dans une boîte de nuit, vous êtes dans un endroit de grande promiscuité, parce que vous êtes les uns sur les autres, vous entrechoquez les bières, vous pouvez vous brûler avec votre cigarette, parce qu'on a oublié ça, mais on pouvait encore fumer, évidemment, dans les discothèques à ce moment-là. Vous êtes dans les toilettes pour faire ce que vous avez à faire avec les gens. Bon, voilà, bon. Donc, c'est des choses qui n'ont rien à voir. C'est pas du tout la même intimité. On se montre, on parade... Voilà, et après on se cache et on s'étreint d'une manière différente. Donc c'est pas la même chose qui se joue. Il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le livre, c'est la façon dont l'homosexualité est évoquée. On apprend très tôt que le narrateur aime les garçons. On saisit en vous lisant qu'évidemment, il existe une forme de stigmatisation et de violence à certains endroits, mais que globalement, cette homosexualité est bien acceptée par l'entourage. Et je rappelle qu'on est en 1985. C'est pour ça que je dis ça. Est-ce que c'était important pour vous de présenter les choses de cette façon, que ça soit pas un sujet dans le livre, mais plutôt une information au milieu d'autres? Ouais, je voulais que ça soit une information, je voulais que ce soit pas une question, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, elle est réglée tout de suite parce que quand on est sur la plage au tout début du roman, François, Nicolas et moi, François évidemment essaie de repérer une fille qui pourrait lui plaire, il en repère une d'ailleurs, bon. Et puis toi, il dit, et toi t'as repéré un mec, point. Et l'affaire est réglée, c'est-à-dire qu'on a compris quelle était ma sexualité et on a compris que c'était pas un problème pour lui déjà. Alors ça n'est pas pour lui parce que ça l'était pas pour lui dans la vraie vie et que voilà, on était des amis d'enfance. Il l'a découvert tardivement, mais quand il l'a découvert, il s'en fichait parce que j'étais son ami, donc l'essentiel était acquis. Donc voilà, c'était une particularité pour lui, une singularité. Il s'y attendait pas, mais il s'en fichait parce que c'était comme ça. Et puis il prenait, vous savez, on prenait les gens comme ils étaient. Donc il m'a pris en entier en se disant. J'avais d'autres défauts pour lui ou d'autres qualités, j'en sais rien. Voilà, mais on ne pensait pas pareil sur plein de sujets, mais on était amis. Donc, cette question n'était pas une question pertinente. Et puis, mais en même temps, il y avait quand même, chez nous, et chez moi, et chez Marc, avec qui je vais entamer une relation, quand même la conviction et la compréhension instinctive, presque animale, qu'il ne fallait pas non plus quand même se montrer trop. C'est-à-dire qu'on avait le droit de le vivre, mais qu'il ne fallait pas la ramener non plus. Donc quand on est dans la discothèque, on sait qu'on a envie de s'embrasser, mais qu'on ne va pas le faire. Parce que là, il y a une foule devant nous et qu'on ne sait pas comment une foule peut réagir. Parce que, pour le coup, un individu, les gens pris individuellement, ça peut aller. La meute, la foule qui devient une meute, c'est beaucoup plus inquiétant. Parce que je ne repeins pas la vie en rose, d'une certaine manière. Je sais qu'il y avait à l'époque beaucoup d'homophobie, qu'il y a encore aujourd'hui en France, en 2024, beaucoup d'homophobie. Je rappelle qu'il y a 10 ans de ça, en France, il y a 1 million de gens qui défilaient dans la rue pour s'opposer au mariage pour tous.
m'expliquant à moi que si je voulais épouser mon compagnon, je pouvais tout aussi bien épouser un chien, d'accord ? Et c'était quoi ? Ces gens-là, c'était une meute, c'était une foule, parce qu'ils se donnaient du courage à plusieurs, voilà. Et ils cachaient leur lâcheté à plusieurs, surtout leur ignominie à plusieurs. Bon. Donc on savait ça quand même, on savait qu'il fallait quand même faire attention. Mais entre nous, entre jeunes gens de 18 ans, c'était pas un sujet. D'ailleurs, souvent, entre jeunes gens de 18 ans, c'est pas un sujet. Et donc c'est ça que j'ai voulu raconter aussi. Ce soir d'été, qui est dramatiquement déterminant, qu'est-ce qu'il change dans le processus de construction de jeunes gens de 18 ans et qu'est-ce qu'il a changé pour vous à titre personnel ? C'est la fin de l'innocence. C'est juste avant ce moment-là, on est, comme j'ai dit, insouciant, joyeux, futile, frivole. Tout va bien, on s'en fout, on s'amuse. Voilà. On pense à boire, à baiser, point. Et puis juste après la fin de la chanson, pendant laquelle le drame se produit, on comprend que d'abord on a été inconscient, qu'on n'a rien vu, rien entendu, rien perçu, rien compris, que quelque chose s'est peut-être joué sous nos yeux et qu'on ne l'a pas vu venir, qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être en train de se noyer et qu'on ne l'a pas compris, que quelqu'un nous a peut-être appelé à l'aide et qu'on ne l'a pas entendu. Et on se dit, mais comment on a pu être aussi naïf ou aussi égoïste, aussi centré sur nous-mêmes et pas sur quelqu'un d'autre qui peut-être avait besoin de nous. Et puis, ça nous fait prendre conscience de la valeur de la vie, en fait. Parce que la vie, ça n'a pas d'importance à ce moment-là. Nous, on pense qu'on vivra toujours. Quand vous avez 18 ans... vous vous dites que vous avez le temps devant vous et la vie devant vous, ce qui est le cas d'ailleurs. Et puis là, tout d'un coup, ça vous explique que non, vous n'avez pas la vie devant vous. En tout cas, c'est possible que vous ne l'ayez pas, que les possibles se referment. Tout d'un coup, que, en fait, ça a un prix, la vie, et que c'est fragile, et que ça peut s'évanouir, s'estomper comme ça. Et la vie telle qu'on la connaît. Oui, absolument. Aussi. Il n'y a pas que la vie en soi, il y a que la vie telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'effectivement, après, on ne pourra pas avoir la même inconscience. On ne pourra pas se comporter de la même manière. Et surtout, on va transporter ça avec nous. C'est comme si on était lesté. C'est pour ça qu'on va vers l'âge adulte à ce moment-là. Parce qu'un adulte, c'est quelqu'un qui porte une valise un peu lourde. Un adolescent, c'est quelqu'un qui voyage léger. Et tout d'un coup, voilà, on a des valises. On sait que ça va être la vie sérieuse. Voilà, c'est ça qui se passe à ce moment-là, dans nos vies et dans le livre. C'est ce que vous avez voulu raconter du point de bascule, de quand la banalité vient être percutée par l'inattendu ? Oui, bien sûr, c'est ça que ça raconte. Le livre, c'est absolument ça. C'est de dire comment vous êtes dans un truc très ordinaire et très simple, et voilà, et tout d'un coup, tout change autour. Juste parce qu'il se passe ça que vous n'avez pas vu venir. C'est la fin de la candeur. Oui, c'est ça, c'est la fin de la candeur, de l'innocence. Un soir d'été, ça parle aussi du sentiment d'incompréhension et d'inachevé. Qu'est-ce que ces sentiments racontent de nous et quels impacts ont-ils sur nous ? C'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, oui, on est ébloui, on est comment dirais-je, comme au matin d'un nouveau monde. C'est-à-dire qu'on a tenu pour acquis ce qu'on a eu jusque-là, puis on se rend compte que tout ça est très friable. Et puis on a pensé qu'on pouvait être désinvolte tout le temps et puis tout d'un coup on se rend compte que c'est plus le cas. Et puis on va apprendre ce que c'est que l'absence et on va apprendre ce que c'est que le manque. Et ça au fond c'est une des expériences les plus fondamentales dans une vie. Moi vous savez, on m'a souvent demandé pourquoi j'avais aussi souvent écrit sur la disparition, l'absence, le manque, comment se débrouiller avec ceux qui ne sont plus là. J'ai fait 23 livres, il doit y en avoir presque 15 ou 16 qui doivent être sur cette question-là de quelqu'un n'est plus là. Et comment on fait quand quelqu'un n'est plus là ? Et j'ai répondu, et ça nous ramène aux années 80 et dans leur versant noir, si je puis dire, que moi j'appartiens à une génération décimée. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai eu 20 ans en 1987 donc, et j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui avaient 20 ans et qui n'ont jamais eu 25 ans. Vous faites référence aux années SIDA. Oui, bien sûr, puisque le sida arrive au début des années 80, il est identifié en 82, à partir de 85, il tue beaucoup, voilà. Et à la fin des années 80 et au début des années 90, ça devient une hécatombe. Et donc, moi, je fais partie de ces gens qui
qui, quand ils voulaient voir leurs amis, allaient dans des cimetières. Quand vous voulez parler à ceux qui ont compté pour vous, vous vous recueillez sur une tombe et vous dialoguez avec les disparus. C'est étrange, quand vous avez 20 ans ou 25 ans, d'aller parler à des tombes, parce que vous n'êtes pas préparé à ça. La mort, ça touche les vieux quand vous avez 18 ans. Ça ne vous touche pas, vous. Et donc, quand tout d'un coup, ça vous arrive et que vous avez l'impression que vous êtes sur un champ de bataille et qu'il y a des tireurs couchés en face qui tirent au fusil et que ça tombe à côté, et que ça pourrait très bien vous atteindre, vous, la balle. C'est ça, vous avez eu peur pour votre vie à ce moment-là? Bien sûr. Vous vous dites pourquoi, d'ailleurs, ce qui est très étrange, vous vous dites pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'ai été épargné finalement? Parce que je n'ai pas été tellement plus prudent que les autres. Hein. Et donc vous vivez avec ça quand même. C'est-à-dire que vous découvrez ce que c'est que la disparition, ce que c'est que la mort et l'absence et le manque. Et donc ça vous dévore, ça vous déstabilise et ça vous fait vivre autrement. Justement, à la fin du livre, le narrateur qui a eu une relation avec Marc, donc un des garçons de la bande, dit « Je comprends que quelque chose s'achève. Ce n'était presque rien pourtant, une amourette de quelques jours, un béguin estival, ridicule et charmant. Mais la vérité, c'est que j'ai déjà du mal avec ce qui se finit. » Qu'est-ce que ça provoque chez vous, les choses qui se finissent? Je m'y résous pas. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Se résoudre aux adieux ». J'essaie de trouver un manuel pour se dire comment on fait pour se résoudre aux adieux. Je ne sais pas. En fait, on passe notre vie à essayer de se résoudre aux adieux et on passe notre vie à ne pas y arriver, en fait. Ou à y arriver mal, à y arriver en ayant mal. Parce qu'on y arrive, c'est vrai, parce qu'on continue de vivre alors que les autres ne sont plus là. Donc ça veut dire qu'on y arrive. Mais on y arrive en claudiquant, on y arrive en se souvenant de ceux qui ne sont plus là et en ne se débarrassant pas du chagrin, en ne se débarrassant pas de la peine, oui, c'est ça, et de la tristesse. Et c'est vrai que moi j'ai du mal avec ce qui finit. Et en même temps, ce qui est très curieux, c'est que justement, très vite dans ma vie, les choses se sont terminées. C'est-à-dire il y a cette phrase dans L'Amant, qui est un livre culte pour moi de Marguerite Duras. Au tout début de L'Amant, elle dit « Très vite dans ma vie, il a été trop tard ». Et en fait, c'est l'expérience du trop tard que vous faites. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand vous perdez quelqu'un? Vous vous dites « Trop tard. Je n'aurai plus jamais de moment avec cette personne et il n'y aura plus de la vie ensemble et de la vie pour lui. Il n'y aura plus tous les espoirs et les désillusions qui l'attendaient. Il n'y aura plus toutes les victoires et toutes les défaites qui l'attendaient. Il n'y aura plus tous les rêves et toutes les compromissions. Il n'y aura plus tous les possibles et tous les pas possibles. C'est fini. C'est terminé. Et c'est terminé aussi pour nous, parce que ça, on ne le partagera jamais avec cette personne-là. Et donc, il faut se résoudre à ça. Et on finit, encore une fois, par s'y résoudre parce qu'on vit, nous. Parce qu'on ne se fait pas sauter le caisson, quand même. Mais est-ce qu'on vit différemment? On écrit. On se met à écrire un jour, en fait. C'est-à-dire quand on a passé beaucoup de temps à pas savoir gérer l'absence, on se dit, tiens, je vais faire des livres. Et les livres, on parle de ça. Et on essaie dans les livres de rendre vivants les absents. On essaie de rendre présents les absents. On leur redonne cette vie dont ils ont été privés. Quand j'ai écrit Arrêtez tes mensonges, il y a ça 7-8 ans, c'était ça. Je venais d'apprendre la mort de mon premier amour. Et je me disais, si moi je ne raconte pas sa vie, cette vie sera passée inaperçue. C'est une vie passée sous les radars, une vie vécue pour rien, dont personne ne saura rien, jamais. Et donc je me suis dit, il faut que moi je la raconte, cette vie, parce qu'elle mérite d'être racontée, d'être connue. Il n'y a pas de raison qu'elle soit passée par perte et profit, cette vie-là. Ce jeune homme-là, qui a tellement compté pour moi, il doit être quelque part. Et la seule manière que j'ai de le faire exister, c'est de le mettre dans un livre. Donc j'écris des livres pour ça, pour contrer l'absence, pour contrer la disparition, pour dire non. Oui, les gens ont disparu, mais ils sont quelque part dans un livre, et je continue de les chercher. Est-ce que ces absents changent vos relations avec les présents? Oui, parce qu'en fait, justement, quand il y a un nouveau présent dans ma vie, je pense en permanence que je pourrais finir par le perdre. Et donc ça donne à la fois un terrible sentiment de possible finitude, donc ça vous ronge, c'est pas agréable, et en même temps ça vous fait bouffer les choses, ça vous fait bouffer la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous vous dites, faut que j'en profite au maximum tant qu'ils sont là, parce que ça pourrait ne pas durer. Et donc ça vous décuple votre énergie, ça vous décuple votre appétit, ça vous décuple l'envie d'être avec l'autre. Donc ça fait que rien n'est fade. Tout est démesuré, tout est décuplé, encore une fois. Voilà, donc ça fait ça, mes relations. Alors elles sont parfois un peu étranges et parfois un peu mouvementées, mais je préfère ça à la fadeur.
Dans le livre, les femmes ont une place intéressante. Hmm. Elles décèlent des choses que les garçons ne voient pas, ne comprennent pas Oui. forcément. Est-ce que c'était important pour vous de souligner la maturité des femmes, notamment à cet âge-là? Oui. D'abord, il y a deux personnages féminins importants dans le livre. Il y a le personnage d'Alice, qui est quelqu'un, au fond, qui s'en laisse pas compter. C'est-à-dire qu'elle, elle choisit où va son désir et où son désir la guide. Elle mène totalement la danse. Absolument. Elle mène la danse et quand il y a un garçon qui s'approche d'elle, si elle décide que c'est pas lui, c'est pas lui. Et si elle décide qu'elle en veut un autre, c'est un autre. Et donc il y a ça. Et puis elle est aussi quelqu'un qui est peut-être plus éduqué, plus cultivé que nous, parce que voilà, elle a plus lu, elle a vécu à Paris, elle vit à Paris. Et donc nous, on est quand même des ados mal dégrossis, on est des petits provinciaux crottés, qui ne sont jamais sortis de nos cambrousses, parce que c'est un peu ça qu'on est quand même. Hein. Et elle a déjà vécu quelque chose, alors qu'elle est plus jeune que nous, parce qu'elle n'a pas tout à fait 18 ans, elle. Et donc il y a cette idée-là, il y a cette idée qu'elle est plus mûre que nous. C'est elle qui a la maturité. Puis il y a un autre personnage qui a énormément d'importance pour moi, qui s'appelle Virginie, qui est la petite sœur de 13 ans. Elle est géniale. Bah oui. Parce qu'elle, en fait, elle a la prescience des choses. En fait, elle voit tout, elle comprend tout avant tout le monde. Et je voulais être ce personnage-là. Je voulais absolument qu'il y ait ce personnage qui comprend tout. C'est-à-dire que quand elle va voir le narrateur, moi, et elle lui parle de son histoire avec Marc, alors que l'histoire n'a pas commencé. Elle dit, donc tu vas coucher avec lui ou pas? Et moi, à ce moment-là, je ne me suis même pas encore posé la question. Et elle est déjà en train d'essayer à quel moment ça va se passer, etc. Donc elle a son coup d'avance. Et puis quand le drame surgit, c'est elle qui dit, on savait que ça finirait comme ça. Hein. Et donc je voulais ça, qu'elle ait cette espèce de prescience. Et puis en même temps, c'est un personnage touchant parce que c'est la fillette de 13 ans, donc qui n'est pas assez âgée pour pouvoir venir avec les gamins de 18 ans qui, eux, vont en boîte de nuit. Elle dit, je voudrais venir, elle demande, et en même temps, elle ne peut pas, parce qu'elle ne peut pas y aller. Et donc, elle est interdite de quelque chose, et donc elle vit dans ça. Et en même temps, elle a sa vie propre, elle enterre ses crapauds morts. Voilà, donc je voulais qu'elle existe par elle-même et qu'elle soit, oui, comme une espèce de Jiminy Cricket. Elle est là tout le temps, elle sait tout avant tout le monde. Et c'est un personnage qui me touche beaucoup. Voilà, elle a existé dans la vraie vie, d'ailleurs. Qu'est-ce que le titre traduit de votre état d'esprit au moment de l'écriture? Un titre, c'est comme une promesse. C'est-à-dire qu'il faut se dire, il faut que je tienne ça. Il faut que je garde cette note. C'est-à-dire qu'on est en train de dire quelque chose au lecteur. Il ne faut pas qu'on s'en éloigne. Il ne faut pas qu'on s'égare. Donc c'est comme une ligne directrice. C'est comme un truc qui nous garde sur les rails. J'avais écrit, vous l'évoquiez, le livre avant, qui s'appelle « Ceci n'est pas un fait divers ». Et c'était une ligne directrice. Je voulais raconter dans ce livre quelque chose qui n'était justement pas un fait divers, mais un fait de société, etc. Bon. Et ça me guidait à chaque moment Je disais, il ne faut pas que je retombe dans cette façon de raconter l'histoire qui serait une façon, justement, façon fait divers. Et là, c'était pareil. Il fallait tenir cette espèce de ligne de crête qui est c'est un moment suspendu. C'est juste ça. Et il fallait que le lecteur, la lectrice, c'est marrant parce que du coup, les premiers retours de lecture que j'ai, c'est ça et ça me rassure, c'est les gens se disent « je sens l'été ». C'est juillet en janvier. C'est-à-dire, je sens la chaleur sur la peau, je sens le sable sur les chevilles quand on est sur la plage, je sens la sueur sur nos bras quand on est dans la boîte de nuit, etc. Je voulais qu'il y ait toutes ces sensations d'été sur le lecteur et la lectrice. Je voulais que cette sensation physique de l'été, chacun l'éprouve. Et quand vous avez ce titre-là, vous savez que vous devez la tenir, cette sensation. Et donc, c'est très important d'être guidé par ça. En tout cas, ça marche très bien. Merci. On est en été. Il y a tous les marqueurs. Il y a le Tour de France, il y a la baraque à frites, il y a le sable, il y a tout. Pour finir, 2 questions. Est-ce que vous pouvez me donner un titre de chanson qui pourrait être la bande originale du livre? Peut-être Marcia Baila, qui est une chanson d'Erita Mitsuko que j'évoque à un moment et qui passe dans la boîte de nuit et qui est la dernière chanson qui passe avant le drame. Et parce que ce qui est joli dans Marcia Baila, c'est que c'est une chanson sur laquelle on a tous dansé, qui est une chanson joyeuse. Voilà, il y a quelque chose comme ça de très... Mais ça parle quand même juste d'une danseuse qui meurt d'un cancer. Donc le contenu de la chanson est épouvantable d'une certaine manière.
Et en même temps, c'est très joyeux. Et ça raconte ça, au fond, que nous dansons tous au bord d'un volcan. Et c'est ça que le livre raconte. Quand on est dans cette boîte de nuit, on danse tous en ne sachant pas qu'on est au bord d'un précipice, que nous ne dansons pas dans une boîte de nuit, mais au bord d'un précipice. Et Marcia Baila, d'Erita, c'est vraiment ça. Si on peut s'amuser, être très joyeux et danser jusqu'à l'épuisement, sauf qu'à la fin, on meurt. Voilà. Et pour terminer, un titre d'ouvrage qui vous a marqué? Bonjour tristesse. Françoise Sagan, j'évoquais Françoise Sagan. Parce que là aussi, d'abord, quel titre? Bonjour tristesse, c'est une phrase d'Éluard, mais tout est dans le titre. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, presque cette idée de l'éveil et cette idée de quelque chose qui finira mal, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Philippe Besson d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre livre Un soir d'été est publié aux éditions Julliard. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Dori Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.